Lacan, nous et le réel, 96e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, vous vous souvenez où nous en sommes restés dans cette énigme? En quoi consiste justement le sujet, consiste, c'est-à-dire vraiment avec quoi il se tient. Et nous avons vu que, justement, après avoir essayé de revenir sur notre petite phénoménologie et d'avoir exploré un petit peu, c'est juste en surface, mais malgré tout ça donne une idée du fonctionnement de l'appareil psychique humain sur ce qu'il est convenu d'appeler le stade oral, le stade anal, et donc bien sûr nous sommes censés arriver là au stade dit génital. Mais nous avons vu que s'interposer entre le stade anal et le stade génital, quelque chose qui s'appelle le stade phallique. Et justement, ce à quoi nous sommes arrivés dans la dernière séance, je veux parler de la 95, bien sûr, celle qui précède celle-ci, c'est que ce trou dans l'autre, précisément, qui en tant que trou est un bord qui conserve la trace de quelque chose qui n'y est pas, eh bien, c'est le trou du phallus lui-même que vient occuper le sujet entre deux signifiants, à toujours être représenté par un signifiant, le signifiant unaire, S1, pour un autre signifiant, le signifiant binaire, S2, qui est l'équivalent chez Freud du Vorstellung repräsentans, c'est-à-dire celui qui vient éclipser le sujet, puisque c'est celui qui vient directement provoquer ce que Jones a appelé l'aphanésis, c'est-à-dire la disparition du sujet. Donc le sujet se trouve toujours pris dans la chaîne des signifiants, à disparaître et à, Lacan le compare au furet, courir dans la chaîne de signifiants, puisque chaque fois un signifiant le représente pour cet autre signifiant qui ne le représente pas, puisqu'il le fait disparaître, justement. Donc, le sujet est ce qui vient à cette place-là. Et là, donc, ce n'est pas hasard si je vous ramène sur cette position du sujet. D'ailleurs, j'y reviendrai dans les prochains séminaires, parce que là, nous sommes au cœur du fonctionnement de l'appareil psychique. Parce que il y a quelque chose là de fondamental et qui passe, enfin disons, l'immense majorité des psychanalystes passent à côté de ça, étant donné qu'ils ne peuvent pas concevoir en quoi le sujet a une face réelle, c'est-à-dire inaccessible. On l'a vu, c'est ce qui correspond à cette aphanésis, mais c'est pas parce que il est réel qu'il est visible. Cette face-là n'est pas visible puisqu'il disparaît tout le temps, mais de la même manière qu'une brique qui manque dans un mur a des effets sur la température dans la pièce et elle est manquante. Donc il y a quelque chose à voir avec le manque et ce sujet-là se détermine par rapport au manque. Et bien sûr, ce manque-là n'est pas le manque d'un objet. Voilà, c'est là le cœur même de tout ce qui est la théorie analytique, puisque ce manque-là, c'est le manque du sujet lui-même, mais qui apparaît pour le sujet comme un objet. Donc c'est là où Lacan va inventer, c'est la seule invention qu'il revendique, ce qu'on appelle l'objet petit a, depuis lors, donc l'invention lacanienne,
très sobrement, il dit la Bible commence par B, moi bien sûr on m'a laissé le A, donc il a inventé l'objet petit a. Moi, je me casse la tête contre ce que j'appellerais à l'occasion un mur. Un mur, bien sûr, de mon invention. C'est bien ce qui m'ennuie. On n'invente pas n'importe quoi. Et ce que j'ai inventé est fait en somme pour expliquer, je dis expliquer, je sais pas très bien ce que ça veut dire, expliquer Freud. Et cet objet petit a, c'est justement ce qui lui permet une lecture de Freud qui n'a pas d'équivalent. Puisque ce qu'il découvre là, c'est que l'objet de la psychanalyse n'est rien d'autre que ce manque lui-même. Et bien sûr, l'immense erreur psychanalytique à laquelle Lacan a dû faire face au tout début, ce qui lui a provoqué bien sûr l'exclusion de la Société française de psychanalyse, puis de l'Internationale psychanalytique, c'est que il s'est érigé tout de suite contre l'objet génital, entre guillemets, qui n'existe pas, puisque la pulsion n'a pas d'objet. Freud le dit, Lacan le répète, il n'y a pas d'objet à la pulsion. Donc s'il n'y a pas d'objet à la pulsion, l'objet n'est rien d'autre que le circuit fait par cette pulsion, et ce qui va amener à la sublimation possible de la pulsion, donc une satisfaction sans reste de cette pulsion qui est d'accéder à la parole. Donc pendant toutes ces années, Lacan va remettre en cause le fameux stade génital, non pas dans l'esprit dans lequel le fait Freud, puisque effectivement, nous l'avons vu, il y a une gradation entre le stade oral, en tant que la bouche représente à la fois le lieu par lequel une satisfaction du besoin peut arriver, donc le sein ou le biberon, mais aussi, elle est cette bouche-là, le lieu par lequel la parole peut être émise. Donc on a un emboutissement dans la pulsion orale de l'alpha et de l'oméga, déjà. On peut considérer d'ores et déjà que l'oméga de la psychanalyse, c'est la parole. C'est-à-dire que au fond, l'objet même que cherche le sujet, sous une forme bien particulière, puisque c'est celle de son destin, quand un analysant ou un candidat à l'analyse vient, c'est pour essayer de se mettre en phase avec ce qui s'appelle son destin, tout simplement. Et son destin, qu'est-ce qu'il peut être d'autre que d'incarner lui-même ce qui caractérise en propre cet être assez répugnant quand on parle de l'homme moyen, qui est l'humanité. Et l'humanité, qu'est-ce que c'est d'autre que cet ensemble-là de ceux qui sont censés être les porteurs de la parole, puisque ce qui différencie le par-l'être, selon la terminologie lacanienne, de toutes les autres espèces de cette planète, justement, c'est que lui, il est équipé d'un bloc audio-vocal qui lui permet non seulement d'être sensible aux effets de la parole, ce que tous les êtres de cette planète sont, à des degrés divers, mais ils le sont malgré tout, ça peut être prouvé. Mais lui, ce qu'il a en plus, c'est qu'il doit se faire le gardien et le porteur de la parole. Donc c'est ce qui le qualifie en propre, c'est ce qui qualifie aussi sa posture verticale et sa manière justement de se présenter à nous comme ravagé par cette parole, ravagé par le verbe, comme dit Lacan. C'est-à-dire que tant qu'il reste un être qu'il n'est jamais, d'ailleurs, puisqu'il est déjà équipé de son bloc audio-vocal en tant que fœtus, il est déjà un homme à venir. Si au lieu de dire faire des enfants, on disait il s'agit de faire un homme, ça changerait un peu dans l'énoncé, là, quelque chose. Il ne s'agit pas de faire des enfants, il s'agit de faire des hommes. Donc qui peut faire des hommes? Est-ce que les femmes peuvent faire des hommes? Les femmes font des enfants.
Mais pour qu'il y ait des hommes, il faut que ce soit un homme qui s'occupe de ça. Et l'homme, bien sûr, c'est cette promesse qui n'est jamais tenue, hein, puisque le propre de la promesse, c'est de ne jamais être tenue, d'être des tentatives d'accéder à cette dimension, à proprement parler anthropologique, qui est d'être un porteur de la parole. Et donc, l'objet en tant que tel du sujet, eh bien, il est définitivement perdu, et ce, dès le début. Alors, nous voyons là quelque chose qui nous arrête dans le développement des différents stades pour poser dans ce stade génital, avant ce stade génital-là, qui peut être conçu d'une certaine manière comme le stade où le sujet aura acquis une certaine maturité pour en aimer un autre que lui-même, hein, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Nous allons le voir dans les différentes approches que nous pouvons faire de l'amour, que ce soit à travers, bien sûr, le banquet de Platon, qui est le manifeste le plus extraordinaire et le plus complet sur l'amour, mais aussi, c'est là où il y a l'apport lacanien hors de prix, je dirais, c'est-à-dire d'une valeur immense, puisque Lacan, au cours de son travail sur le transfert, il va revenir sur une tragédie qu'il considère comme peut-être la seule véritable tragédie moderne. Et il l'attribue à Claudel, qui est pour lui le plus grand poète du siècle. Donc, évidemment, on ne s'étonnera pas si, à la fois Claudel et la lecture qui peut être faite de cette tragédie sont plutôt passées sous silence, parce que bien sûr que ça va à l'envers de tout le mythe éventé, les vieilles guirlandes du progrès, disait Chesterton, de ce progressisme absolument délirant et décadent où nous sommes plongés là depuis un certain temps. Et puis bien sûr là ça a été le point de non-retour avec le covidiotisme, puisque le covidiotisme a montré la fausseté de toutes ces approches-là, qui sont basées sur des modélisations et qui ne tiennent pas compte donc du réel, puisque ce sont des calculs informatiques. Alors, comment aborder cette dimension à proprement parler humaine, caractérisée par, en tout cas la psychanalyse, le fait que l'homme est ce par-l'être, c'est le terme, hein, parle-être, celui dont l'être n'est rien d'autre qu'un être de parole. Donc nous l'avons vu déjà, ce que nous amène Lacan, c'est une certaine manière de retrouver l'essence de la psychanalyse. Alors là, bien sûr, vous allez rire, parce que, évidemment, vous savez mes positions là-dessus. Il est absolument impossible, du point de vue logique, de se dire psychanalyste et féministe, par exemple, ou psychanalyste et, ce qui revient au même, adepte de cette théorie extravagante des gender studies, là, c'est-à-dire les LGBT, tous ces trucs-là. Mais il est aussi impossible de se dire psychanalyste et d'avoir été dupe du discours du covidio-climatisme, hein, qui appartiennent au même registre des avatars du discours capitaliste. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, le registre symbolique qui gouverne la psychanalyse est androcentrique. Alors ça, c'est très clair, c'est dans l'éthique de Lacan, etc. C'est pas pour rien qu'il est androcentrique. Hein. C'est pas une espèce de création comme ça, sociale ou je ne sais quoi, comme on s'imagine maintenant, mais il y a une fonction bien précise à cet androcentrisme qui est de pouvoir revenir à ce qu'on appelle, depuis Lacan en tout cas, le nom du père ou la fonction paternelle, et la psychanalyse commence par là, c'est-à-dire commence par le fait que Freud, dans tout le déploiement circonstancié de son approche clinique
qui débouche sur une théorie, parce qu'on n'oublie pas que la théorie en psychanalyse n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les écoles et qu'ensuite on essaye d'appliquer dans le réel. Ça, c'est vraiment la nourriture pour les gogos de l'esprit, c'est-à-dire ceux qui n'y comprennent rien. Non, il s'agit de saisir l'expérience clinique et de l'amener à la parole. Donc, dans le déploiement très logique que fait Freud de ses découvertes cliniques, ce qu'il découvre, c'est effectivement qu'il y a quelque chose à sauver du point de vue de la structure et que cette structure-là, elle est marquée par quelque chose qui s'appelle la loi. C'est pas pour rien que Freud est juif, hein. Je vous rappelle que la voie législative est la voie judaïque et lui il s'empare vraiment de l'esprit de la chose, c'est-à-dire la voie judaïque, la loi, hein, les 10 commandements de Moïse, et il va amener ça donc à la sublimation de cette figure paternelle. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ce sont des choses qu'on ne dira jamais trop, c'est que, d'une certaine manière, Freud répète le geste christique qui est de sauver le Père. Je vous rappelle que le Christ n'est pas venu sauver les hommes, il est venu sauver Dieu. Donc, qu'il réhabilite comme un nom, quelque chose qui peut s'entendre non N-O-M, mais non N-O-N aussi, et que Freud refait ça, notamment dans son livre Testament, car la figure du Père, on peut dire là la notion de trope, parce que la trope, c'est quelque chose qui caractérise en propre la manière dont la psychanalyse fonctionne. La trope, elle est linguistique, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient modifier le sens d'un mot en le faisant passer sur un autre plan. Donc on peut dire que la métaphore est une trope, la métonymie est une trope, l'inversion est une trope, mais surtout, ce qui raccorde le par-l'être à son destin est de l'ordre d'une trope. Or, pour les philosophes sceptiques, la trope est justement présente dans le mythe, dans la mesure où le mythe, par sa structure propre, permet de suspendre le jugement. Parce qu'il y a quelque chose d'indécidable. Retenez bien ce mot, indécidable, puisque nous verrons plus tard que l'indécidable est le genre d'impossible qui caractérise le discours analytique. Alors, à quoi ça sert tout ça, vous allez me dire? Bien, pour saisir la dimension fonctionnelle de cette approche-là, qui paraît assez abstraite, j'en conviens. Il faut savoir que quand vous êtes en analyse, ce à quoi vous avez affaire, c'est à la parole. C'est-à-dire, vous avez dans le dispositif analytique, qu'on peut appeler une situation analytique, vous avez une asymétrie fondamentale entre un qui parle et l'autre qui écoute. Un qui est encouragé à laisser parler la parole en lui, c'est assez difficile, parce qu'au début, les analysants veulent contrôler leurs paroles, etc. Ils sont dans cette espèce de fantasme de maîtrise qui caractérise la névrose, surtout à notre époque contemporaine. Et là, il s'agit de laisser parler la parole, et l'analyste, lui, dans l'asymétrie de sa position, va essayer d'entendre le jeu des signifiants dans la parole de l'analysant. Donc cette situation-là les met tous les deux dans une forme qui n'est pas complémentaire, comme le rapport sexuel qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emboîtement possible entre la position de l'analyste et celle de l'analysant, puisque le but c'est que l'analysant arrive à entendre ce qu'il dit au-delà de ce qu'il dit. Et donc, quand vous avez affaire comme ça à la parole, eh bien, la parole prend une toute autre dimension que celle qu'elle a dans la société, c'est-à-dire elle est devenue quasiment nulle dans la société, puisque les politiques donnent l'exemple, on peut dire n'importe quoi, ou les pseudo-scientifiques pareil, c'est-à-dire les études ont montré, etc. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que ça peut être complètement faux. Et ça l'est d'ailleurs, puisque la vérité ne prend son statut que
de la position subjective qu'il énonce, qui doit en assumer les conséquences jusqu'au bout. Donc, la fonction de la parole, c'est ce qui détermine le sujet dans son rapport au langage. Donc, dans cette dimension-là qui est prise, bien sûr que le travail consiste à revenir dans la base de l'analyse de cette parole-là qui a été déjà annoncée par les stoïciens, mais surtout commencé à être travaillée sérieusement par Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire une différence entre les signifiants et les signifiés. C'est-à-dire la matérialité phonique du signe, du côté du signifiant, et puis le signifié ou le sens, pour l'instant on les laisse encore indifférenciés, après il y aura une différence entre le sens et la signification, et ce travail-là, donc, va donner, et Freud ne s'y trompe pas, l'occasion de retourner à l'origine même du mot de parole chez les Grecs anciens, c'est-à-dire mythos, qui s'écrit mythos, bien sûr, M-Y-T-H-O-S. Et il y a deux mots pour dire parole, il y en a même trois. Il y a mythos, logos et épos. Et épos, c'est l'épopée, c'est Homère. Donc, c'est une histoire, épos, une histoire qui se passe. Et qu'est-ce que font les hommes pour apprendre à parler? Eh bien, ils se racontent des histoires, comme on raconte des histoires aux enfants quand ils sont petits, avant de s'endormir. Et d'ailleurs, si vous êtes passé par là, j'ai eu vraiment à raconter beaucoup d'histoires, à en inventer. J'ai même fait des petits livres pour enfants pour raconter mes histoires et les mettre en scène telles que l'enfant les demande. Et quand l'enfant les demande, vous remarquerez qu'il veut que ce soit la même histoire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de variation dans cette histoire-là, parce que sinon ça le trouble. Alors ça c'est très intéressant parce que si on laisse ces postes de côté, c'est-à-dire une espèce de dimension chronologique narrative de l'histoire, donc Hélène se fait enlever par Paris, elle est amenée à Troie, ça va déclencher la guerre, et donc les Achéens, les Grecs vont se préparer et s'armer pour aller conquérir Troie et délivrer Hélène, c'est l'épos. Bon. Mais là, donc, il y a une dialectique qui s'installe entre mythos et logos. Mythos, pour les Grecs anciens, c'est la parole, mais en tant qu'elle fait être quelque chose. C'est-à-dire, c'est aussi une histoire, mais c'est une histoire qui fait être la parole en tant que créatrice, par rapport à logos, qui est la manière d'énoncer une parole par rapport à quelque chose qui s'est passé et d'essayer de retrouver une analogie entre les causalités inhérentes à une chaîne de signifiants par rapport à des événements du réel. Donc le logos va effectivement permettre l'accès à la philosophie, au développement des sciences, etc. Mais le mythos, lui, qui est toujours une sorte d'histoire un peu extravagante, est à l'origine même de la parole chez les Grecs. Le mythos précède le logos, puisque les premiers sons qui font être la parole en tant que créatrice, ça montre que la parole a un effet sur l'autre, sur le corps, mais elle est directement ancrée dans le corps. Donc, quand Oedipe entend qu'il va tuer son père et épouser sa mère, bien sûr, il va essayer d'échapper à son destin. Et donc il va fuir. Et c'est bien sûr en essayant d'échapper à son destin qu'il va se trouver convoqué par son destin. Donc il va effectivement tuer son père et épouser sa mère. Donc le mythe d'Oedipe, c'est pas un mythe comme les autres, c'est un mythe qui est fondateur de la psychanalyse, et Freud ne s'y trompe pas. C'est-à-dire que le mythe d'Oedipe va être le mythe phare du déploiement des possibilités de la psychanalyse. Alors, est-ce que c'est pour l'histoire qu'il raconte? En partie. Mais la notion de mythe ne se résume pas au contenu, puisque le mythe est une structure. Alors, c'est là où
il s'agit de saisir que dans le mythe, quand il y a un mythe, c'est pour ça que Lacan fait appel à Lévi-Strauss, qui est son contemporain pendant un certain temps, et en pensant que nous n'avons plus vraiment accès à la vérité des mythes grecs, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que nous avons perdu cet accès-là. Mais quand Lévi-Strauss retrouve ces mythes-là chez les Amérindiens, les Bororo, je ne sais qui, eh bien, il va démontrer les structures mythiques qui fonctionnent selon un jeu oppositionnel qui permettent de réduire l'histoire, les postes dont on parlait tout à l'heure, a des effets de structure par des couples oppositionnels. Par exemple, donc, les frères ennemis. Les cas, par exemple. Donc, frères ennemis, ça veut dire qu'ils peuvent être frères et pas ennemis, ennemis et pas frères, frères et ennemis, pas frères et pas ennemis. Ça donne 4 positions logiques. Donc, c'est une sorte de fertilité qu'on va retrouver dans l'ensemble des mythes, et l'ensemble des mythes va se trouver corrélatif temporellement à des variantes de mythes. Et puis des fois, si les variantes ne sont pas synchroniques, c'est-à-dire à la même époque, une variante va arriver à l'époque d'après. Mais le mythe continue d'exister en lui-même. C'est comme si des chaînes de signifiants, à l'instar des météores, continuent leur propre travail et passent par l'esprit des hommes pour se raconter. Oui, pour répondre. Est-ce que vous dites de la famille, même si les souvenirs de la répression familiale n'étaient pas vrais, faudrait les inventer. On n'y manque pas. C'est même ça, le mythe, la tentative de donner forme épique à ce qui s'opère de la structure. La passe sexuelle secrète les fictions qui rationalisent l'impossible qu'elle démontre. Je ne les dis pas imaginer. Les fictions dont il s'agit, j'y lis comme Freud, je le souligne, l'invitation à trouver le réel qui en répond. L'ordre familial, en somme, ne fait que traduire, quoique le père n'est pas le géniteur. Et quoi encore? Que la mère reste contaminée, la femme à jamais pour le petit homme. Le reste s'ensuit. Donc, par exemple, pour revenir au mythe d'Oedipe, le père d'Oedipe est tué par son fils, mais il ne sait pas, lui, qu'il est tué par son fils, et il ne sait pas qu'il est mort. Mais ça, c'est un autre épisode, donc dans le père qui ne savait pas qu'il était mort, c'est une autre occurrence. Mais on peut dire que le mythe d'Hamlet, peut-être, est aussi contemporain du mythe d'Oedipe, bien qu'il soit, disons, écrit par Shakespeare, c'est-à-dire presque 18 ou 19 siècles plus tard, mais ça ne veut rien dire du point de vue de la structure. Et le père d'Hamlet, lui, sait qu'il est mort. Et il sait même qu'il l'a tué. Donc vous avez ces couples d'opposition structurelle qui fonctionnent un peu comme des mathèmes de inclusion, intersection, le ou, le et donc qui commencent à mettre en scène cette notion de structure qui permet d'une certaine manière de à la fois réduire les possibilités narratives à un modèle structurel, mais aussi en déployer des centaines, parce que c'est très prolixe, c'est très prolifique de pouvoir articuler comme ça différents mythes qui fonctionnent selon une forme de fertilité mathématique des histoires. C'est pour ça que le mythe est devenu l'origine même de la psychanalyse. Et un mythe, ça reste mystérieux, c'est le cas de le dire, puisque ça convoque le sujet à une certaine indécidabilité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc une suspension de son jugement. Ce faisant, comme il reste en suspension de son jugement,
il est obligé de remonter vers le signifiant. Je vous avais expliqué ça, c'est avec le jeu des métonymies et de la métaphore. Il y a un glissement de signifiant en signifiant, mais on finit toujours par vouloir chuter dans la signification, dans le sens qui nous rassure. On dit, ouais, là, on est sur un terrain solide. On ne l'est pas. Nous sommes toujours dans le langage, nous ne sommes jamais sur un terrain solide. Parce que le langage lui-même est toujours polysémique. Plusieurs signifiants peuvent signifier le même signifié, plusieurs signifiés correspondent à des signifiants différents. Donc nous ne sommes pas sur la terre ferme. Et là où nous sommes réellement en tant que sujet, c'est dans ce jeu des signifiants. Vous savez, cette chaîne là-haut qui circule sur le graphe de Lacan et qui est cette chaîne de signifiants. Et cette chaîne de signifiants, de temps en temps, donc, dans le glissement des signifiants, dans lequel le sujet est pris, elle va passer sur un plan autre, donc avec la métaphore, méta ça veut dire au-delà, tac, et on raccorde une autre chaîne signifiante. Donc le travail, ce qui se passe en analyse, se passe exclusivement dans ce champ-là de la parole, et donc il s'agit pour l'analyste d'entendre et de pouvoir repérer dans les chaînes de signifiants les signifiants qui ne font pas chaîne et qui, en faisant dérailler la chaîne signifiante, permettent donc de sortir d'un symptôme qui, depuis longtemps, grève le sujet sur une position de signification, de jouissance ruineuse, où il revient sans arrêt donc à cette chose-là, parce que il ne peut pas s'empêcher d'y revenir, parce que c'est quelque chose qu'il connaît par rapport à ce qu'il ne connaît pas et qui lui fait peur, parce que nous n'oublions pas que le par-l'être est a priori un être peureux. Il faut du temps pour accepter de sortir de cette dépendance à l'autre que Lacan a appelé aliénation, et qui est la dépendance à l'autre en tant que dépendance au sens. Nous l'avons vu, vous vous souvenez, dans le séminaire où il y a d'un côté l'être et de l'autre côté le sens, le fait que nous soyons des êtres parlants et que notre sujet sont toujours engagés dans la parole, nous ne pouvons pas regarder le monde depuis notre balcon. C'est-à-dire que le choix qui nous est offert est toujours un choix forcé. Et donc, non seulement on perd l'être, puisqu'on devient un être de sens, donc aliéné au sens, donc on veut du sens, on veut de la signification, on veut avoir l'illusion d'être sur une terre ferme alors qu'on est sur la mer, l'océan du langage, et évidemment, notre sens même est écorné, comme dans la formule « la bourse ou la vie ». La vie est écornée de la bourse, donc le sens même est écorné. Et c'est ce qui fait la qualité du signifiant. La qualité du signifiant, c'est le non-sens, c'est le hors-sens. C'est le fait de ne pas correspondre au sens. Donc, seul le mythe, là c'est tout le travail de Vladimir Prop sur le conte russe, il a réduit, lui, c'était une tentative exceptionnelle, extraordinaire, dont a tiré profit la sémiotique structurale, en tout cas la vraie, celle de Greimas et de Jean-Marie Floch, que j'ai bien connue. Donc, de réduire la prolixité de toutes les histoires possibles à quelques jeux d'opposition qui n'empêchent pas la possibilité des histoires, mais au contraire permettent de la multiplier, parce qu'il y a une connaissance justement de ces termes qui fonctionnent selon un mode dialectique. Donc un mode selon le carré sémiotique de Greimas, qui est qu'en haut il y a l'axe des contraires, et puis en travers il y a l'axe des contradictions. Beau, laid, pas beau, pas laid. Voilà. Et donc nous avons la négation du prédicat, chère à Kant, qui se retrouve là, en concurrence, donc avec la contrariété, le fait de dire le contraire. Donc la contradiction n'est pas la contrariété. Donc ces nuances-là permettent d'entrer justement par cet accès au mythe dans la structure de l'inconscient. Donc voilà pourquoi Lacan, après avoir déployé des trésors d'analyse dans l'étude du banquet, va se pencher sur quelque chose d'encore plus subtil, puisque ça concerne notre époque, mais qui n'est pas reconnu comme tel. C'est cette fameuse trilogie des Coups-Fontaine, donc avec 3 pièces qui s'appellent l'otage,
le pain dur, le père humilié. Alors, il faut savoir que Claudel est connu pour son catholicisme. Mais c'est difficile de dire ça, catholicisme, même christianisme, parce qu'il est persuadé de l'importance du symbole chrétien en tant qu'il structure nos possibilités à la fois individuelles et collectives. Et dans cette trilogie, il va camper un père qui est le père obscène par excellence. C'est-à-dire quelque chose qui, a priori, va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Christ ou Freud qui viennent pour sauver la fonction paternelle, pour la rétablir. Parce que sinon, c'est une régression de l'humanité. Or, il s'agit que l'humanité accepte l'appareil psychique comme quelque chose qui constitue le déterminant essentiel de sa vie et de son destin. Donc, nous l'avons vu, l'appareil psychique est gouverné par un principe de plaisir et un principe de réalité. Et donc, ce qui compte, ce qui fait poids, c'est la manière dont le sujet est relié à sa parole par le langage. Et pour ça, la fonction paternelle, elle est non seulement indispensable, mais elle est décisive. Perdre le père en tant que fonction, c'est perdre le désir. Or, la fonction psychanalytique, c'est de raccorder l'analysant à son désir. En rectifiant les rapports de son sujet au réel, le ramener vers le désir qui lui-même est lié au manque et l'assomption de ce manque qui lui permet d'advenir à la parole. Donc comment Claudel peut-il mettre en scène une pièce où cette figure paternelle est à ce point obscène, dévoyée, au point où même, mais ça je vous le raconterai une autre fois parce qu'aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais il y a quelque chose dans cette fonction paternelle là qui, si elle n'est pas correctement représentée, va en plus engendrer quelque chose de néfaste. Donc, il y a une reprise en compte là d'une vérité psychanalytique qui est que le destin de chaque sujet est engagé sur 3 générations. C'est pas la peine de remonter plus haut ou de descendre plus bas, ce qui revient au même, mais il y a toujours 3 générations qui sont engagées là-dedans. Et on voit là la logique, et cette logique, elle n'est rien d'autre que la logique mythique. Cette logique mythique qui va entrer en dialectique justement avec le logos. La logique elle-même, c'est le logos. Et là, vous allez voir comment, par une analyse structurale, justement, on va réduire l'ensemble des signifiants qui ne servent à rien pour ramener le sujet à son indécidabilité fondamentale, qui est de faire cet effort de revenir toujours vers le signifiant, de ne pas se laisser aspirer par la fausse promesse d'un sol ferme qui serait la signification, une vérité toute faite, quoi, comme ceux qui vous disent les vaccins sont sûrs et efficaces, ou je ne sais quoi, il faut mettre une guenille faciale pour se protéger des virus. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. La vérité ne prend son statut que de l'énonciation du sujet qu'il énonce dans les conséquences qui vont venir. Donc c'est ramener le sujet à sa dimension purement individuelle, singulière. D'ailleurs, il y a presque une contradiction interne à dire individuel, puisque indivis, ça veut dire qui n'est pas divisible, donc une monade. Or, le sujet est toujours divisé. Il est divisé, comme on l'a vu dès le début, entre sa dimension symbolique, qui est que il accède à quelque chose du réel
par la parole et nulle part ailleurs que par la parole. Mais la parole ne suffit pas à dire son envers, c'est-à-dire le réel du sujet. Donc il doit se deviner à demi, il est toujours divisé. Et il reste divisé toute sa vie. Un sujet qui se dit non divisé est un sujet idiot ou un sujet qui se prend pour un 1. Or justement, il est impossible de faire retour à l'un puisque nous sommes toujours déjà marqués du sceau de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui nous donne notre désir, le désir de l'homme c'est le désir de l'autre, et tous les scénarios possibles sont toujours déjà écrits dans l'autre, puisque c'est l'autre qui est le maître des signifiants. Sauf, bien sûr, qu'il lui manque à l'autre aussi, et là c'est le dernier terme de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est-à-dire la castration. L'autre est castré. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous vous souvenez que on interdéfinit en psychanalyse la castration avec la frustration et la privation. La castration, c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire. La frustration, c'est le manque imaginaire d'un objet réel, et la privation, c'est le manque réel d'un objet symbolique. Donc, nous ne pouvons pas parler psychanalyse ni analyse de mythe sans faire appel à cette tripartition lacanienne imaginaire, symbolique, réel. C'est absolument impossible parce qu'il s'agit pour nous de retrouver le sens de la parole. La parole, on peut dire que c'est ce qui correspond au mode symbolique. Symbolique, on peut l'entendre cymbalique, comme deux cymbales comme ça, qui vont sonner ensemble, et d'un côté de la cymbale, il y a le monde imaginaire, c'est-à-dire celui de la signification, et de l'autre, il y a le monde réel, c'est-à-dire la face cachée, ce qu'on ne voit pas, et qui néanmoins a des effets réels sur nous. Et le symbolique, donc, c'est la parole en tant que elle nous permet de, en tout cas dans le sens de la cure, de réduire la part imaginaire pour permettre de faire avec plus de réel, de telle façon que nous n'ayons pas à subir le réel de plein fouet en tant que grimace de la réalité. Notre réalité est toujours fantasmatique, elle est toujours d'ordre imaginaire. Et elle est la marque, justement, de notre fusion avec les autres. Or, le travail analytique va permettre d'assumer cette séparation. Donc c'est là où il y a une castration, une séparation avec l'autre imaginaire. Donc, dans l'approche telle qu'elle se passe phénoménologiquement, par exemple, un bébé qui ne sait pas encore marcher, qui voit une bicyclette comme ça de son frère et qui veut qui crie et qui veut aller sur la bicyclette, ce manque est imaginaire, il ne sait pas s'en servir, il ne pourrait pas tenir dessus. Mais l'objet est réel, donc c'est une frustration. Ça, c'est plutôt du côté des hommes qui sont frustrés, mais les filles aussi, mais c'est un autre genre de frustration, c'est pour simplifier, je schématise beaucoup là. Donc le manque, là, il est imaginaire et l'objet est réel. De l'autre côté, pour la petite fille, qui se rend compte qu'elle n'a pas de pénis par rapport à l'autre qui en a, eh bien, la privation est réelle. Le manque est réel. Mais l'objet, il est symbolique, parce que c'est ce qui lui permettra à elle d'avoir un enfant dans le ventre, et qui lui sortira par le lieu même où, justement, il y a ce manque-là. Donc, et la castration qui rassemble les deux, parce que bien sûr que les hommes et les femmes subissent à la fois la frustration et la pression, mais sur des modes très différents, et ça rentre dans les rapports à la mère essentiellement. Mais dans la castration elle-même, bien sûr, le manque, il est que l'enfant ne sait pas parler. Il ne peut pas être le porteur de la parole. Donc le manque est symbolique. Si vous voyez les enfants, chaque fois que je vois des enfants, c'est tellement manifeste, ils entendent, ils comprennent tout ce qui se dit.
tout ce que les adultes disent. Ils savent très bien mieux que les adultes ce que les adultes disent. Parce que ce qui caractérise, disons, le crétin ordinaire, c'est qu'il n'entend pas ce qu'il dit. Et il ne sait pas ce qu'il dit. Contrairement au psychanalyste qui est censé le savoir, parce qu'il est censé l'entendre et mesurer la portée de ce qu'il dit par rapport à son propre sujet. Bien qu'il ne puisse pas mesurer tous les effets de la parole, parce que, évidemment, ça serait une position qui est démiurgique et que personne ne peut atteindre. Sauf, bien sûr, dans les fictions, comme Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Mais sinon, c'est absolument impossible. Mais entendre les effets de la parole sur le sujet, et puis les effets que la parole va avoir sur les autres, ça, c'est un travail de l'analyse qui va réduire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire de telle manière que, eh bien, une place pour le réel, une sorte de mithridatisation du réel est accomplie par l'analyse petit à petit. Donc, il y a des moments difficiles, on est obligé de se séparer de nombreuses illusions. On peut dire que la vie est une longue suite de séparations jusqu'à la mort, qui est la séparation finale où il s'agit pour le sujet de se séparer de son corps. Cette suite-là de séparation, elle résonne comme l'alpha, qui correspond à l'oméga de la psychanalyse, mais qui sont des alphas et des omégas mythiques. Parce que là, je voudrais insister sur ce point-là, maintenant, après je vais peut-être conclure, c'est que l'alpha et l'oméga appartiennent au système symbolique. Et donc, il s'agit du plan symbolique, c'est-à-dire du lieu d'inscription de la parole. Ça veut dire que les points qui guident l'être ne sont pas dans le réel, ils sont dans le symbolique. Le réel est la limite interne du symbolique, c'est-à-dire que le sujet est toujours déjà pris dans le symbolique. Et sa limite n'est pas extérieure, elle est intérieure au symbolique, c'est-à-dire que les points dialectiques appartiennent au symbolique alors que le réel reste réel, on n'y accède pas, sauf à s'y confronter directement, ce qui provoque ou l'angoisse, ou l'évanouissement, ou l'orgasme, qui est une angoisse réussie. Mais sinon, au réel, nous n'y avons pas accès. Donc, tout le travail analytique repose dans cette approche de la parole au langage qui s'établit dans une perspective de redonner de la souplesse au jeu entre imaginaire, symbolique et réel. Savoir dans quel registre se situe tel ou tel propos. Évidemment, nous sommes aidés pour ça dans la théorie lacanienne par le nerf de cette théorie qui est la théorie des discours. Alors j'ai fait assez de séminaires là-dessus, je ne vais pas y revenir une énième fois, mais je vous rappelle tout de même que dans les 4 discours, puisque le 5e, celui qui nous gouverne actuellement, ce qui nous domine, ne fait pas lien social, donc ne peut pas être considéré comme un discours au sens de l'acception lacanienne, qui est un lien social. Ce lien social, il est indispensable, mais il n'est pas à confondre avec une logique de groupe. Depuis Lacan, le discours, c'est ce qui permet au lien social de s'émanciper de toute nécessité de groupe. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'un groupe. Ni les chaussettes noires, ni les vax, ni les anti-vax, ni les je sais pas quoi. C'est-à-dire que le lien social, c'est la manière dont le sujet fonctionne à l'intérieur de la matrice des 4 discours. Ces 4 discours, je vous rappelle que il y a un impossible et puis il y a l'impuissance. Donc tout le travail analytique repose sur cette différence entre l'impuissance, qui est celle du sujet castré que nous sommes, nous pouvons accéder à rien hormis la parole. C'est-à-dire en dehors du champ du symbolique, nous n'accédons à rien. Nous devons nous représenter les choses pour y accéder. Nous n'entendons que ce que nous attendons. Nous ne voyons que ce que nous connaissons. Donc il y a toujours une structure langagière qui sous-tend chacune de nos actions. Mais à cette impuissance-là,
qui est l'impuissance de l'arête rompue. Vous vous souvenez, cette arête qui fait que en bas à droite, ça ne peut pas revenir en bas à gauche. C'est-à-dire que la flèche remonte vers là, on ne peut pas aller de la perte, la production, à la vérité. Donc, la vérité reste inaccessible. À cette impuissance-là, nous avons substitué l'impossible. Parce que l'impossible reste du domaine du symbolique. Et évidemment, il y a 4 impossibles, puisqu'il y a 4 discours. Alors, je commence par le dernier, parce que vous savez que le discours analytique est le dernier arrivé, ce qui ne lui donne pas une supériorité, hein. Sauf que c'est à partir de la structure du discours analytique que Lacan attribue à Freud quand même. Hein. C'est pas, il dit que lui, il a mis en place les mathèmes. Justement, les mathèmes, hein, j'ai un voisin que j'aime bien, là, qui est mathématicien, qui me demande à chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait Lacan avec les maths? Parce que lui, c'était un mathématicien de très haut niveau. Et je lui ai dit, mais il faut pas une utilisation des maths. C'est plutôt comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, une manière d'inclure la transmissibilité que propose la mathématique, donc les mathèmes, en tant qu'ils représentent une forme de métalangage. C'est-à-dire un langage au-delà du langage, qui veut dire toujours la même chose. Donc pour tout x, f de x, etc. Donc l'inclusion des mathèmes, c'est plutôt pour retrouver les points de structure qui permettent de travailler le mythe du point de vue de la logique, hein, c'est-à-dire de revenir à la logique. Je vous rappelle que la logique de l'inconscient n'est pas une logique hypothético-déductive. Bien sûr que la logique de présupposition comprend la logique hypothético-déductive comme un cas particulier de la logique de présupposition. Par exemple, la logique de Riemann comprend la logique de Thalès. Hein, elle en fait un cas particulier. Donc, c'est pour retrouver l'approche logique de l'inconscient. C'est une logique, l'inconscient. Or, l'indécidabilité, c'est que dès que nous passons par le discours analytique, ce qui doit être le cas de tout psychanalyste digne de ce nom, c'est-à-dire qu'un psychanalyste qui ne fait pas appel à la structure des discours n'est tout simplement pas psychanalyste. C'est ce qui structure de bout en bout le travail de Lacan, jusqu'à la fin, hein, le discours de l'analyste. Donc le discours de l'analyste en tant que structure, qui justement fait retour au mythe et permet de lire le mythe correctement, et donc permet de lire le mythe individuel du névrosé, comme dit Lacan, sur le divan. Eh bien, c'est ce qui débouche sur une indécidabilité, puisque l'interprétation reste une interprétation sur l'équivoque. C'est-à-dire que c'est pas une herméneutique, c'est pas une interprétation du sens qui va donner une certitude. Ça va rester un mystère pour l'analysant lui-même, qui reste à ce moment-là lui-même au niveau du signifiant. Donc ça reste indécidable. Ensuite, je vais vous parler de son envers. J'ai du mal à dire ça parce que c'est pas réversible non plus. Mais quand Lacan dit que le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste, oui, donc c'est l'envers dans ce sens-là, parce que même si le discours du maître apparaît phénoménologiquement comme premier, il faut que déjà, dans cette logique de présupposition qui est celle du discours de l'analyste, il y ait cette possibilité qui soit inscrite in nuce dans le noyau. Parce que sinon, ça ne pourrait pas marcher. Et donc, d'ailleurs, nous avons vu au cours des différents séminaires que même quand nous disons que le discours du maître est premier, c'est le numéro 1. Mais il y a avant un numéro 0. Comme le 0 est découvert plus tard dans toutes les traditions mathématiques du fait de cette notion-là de Nachtrag, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'après coup que nous pouvons déceler un réel qui aura été là au futur antérieur. Donc le discours du maître, c'est le discours de l'incomplétude,
puisque vous vous souvenez que dans le discours du maître, ce qui est évacué là, c'est le petit a. Donc il ne peut pas y avoir de fantasme, parce que la ligne du bas, c'est-à-dire la ligne inconsciente, on évacue le petit a, et il y a une perte. Donc c'est toujours incomplet, puisque là c'est vraiment non pas de production, mais de perte qu'il s'agit. Pour que le discours du maître s'installe, donc c'est forcément un discours incomplet, ça donne l'illusion d'une organisation totale de la société, hiérarchisée, avec chacun à sa place, chacun qui fait son boulot et qui n'emmerde pas les autres, et tous obéissent au maître, donc, et ça doit aller comme ça et comme ça. Ça, c'est le discours du maître. Donc, l'incomplétude caractérise l'impossible du discours du maître. Alors ensuite, vous vous souvenez que le discours universitaire, c'est le discours de l'esclave, donc du savant, hein, qui vient se mettre au service du discours du maître pour essayer de piquer la place au maître. C'est vraiment ce à quoi on arrive aujourd'hui avec, vous savez, cette crevette chauve là qui s'appelle Harari, avec ses bouquins sur maintenant on va hacker les êtres humains, etc. C'est-à-dire que lui, c'est typiquement l'esclave qui veut jouer au maître, quoi. C'est le petit avorton là qui veut dominer le monde là, avec son savoir, mais c'est un savoir qui est faux, parce que ce qui caractérise le discours universitaire, c'est justement l'indémontrabilité. C'est indémontrable, c'est-à-dire qu'il reste entre la production et la perte quelque chose qui fait qu'il y a un point de non-savoir qui subsiste, qui est toujours indémontrable. C'est l'epsilon en mathématiques, etc. Et c'est lié au fait que, bien sûr, pour ce discours-là, le signifiant maître, le SA, est en recel en bas à gauche dans la structure. Et donc, on ne parle pas de qui finance ou qui est celui qui avance ce propos. Parce que je vous rappelle que pour accéder au discours analytique, il s'agit de faire en sorte que le sujet lui-même s'implique dans son propos au point où sa vérité va devenir son propre savoir. Donc, il va être tributaire de sa vérité. Et il risque sa propre vie en disant ça. Sinon, dès qu'on recèle un signifiant 1, qu'on parle de son balcon, des choses qui sont, etc., ben, il y a toujours une zone d'indémontrabilité. Et donc, l'impossible, c'est l'indémontrable. Puis pour le discours hystérique, bien sûr qu'il y a le discours après, enfin après pas chronologiquement bien sûr, mais du point de vue de la valeur, le discours analytique, mais qui permet le passage au discours analytique, c'est pour ça que l'analyste va hystériser ces sujets, eh bien c'est l'inconsistance. C'est-à-dire que, je vous rappelle que le discours hystérique peut se résumer par une question qui est « Qui suis-je pour que tu me dises toi qui tu es ?» Donc, c'est une question posée par quelqu'un qui est en position de soumission, mais qui veut remettre en cause la domination de celui qui est à l'opposé de la position de domination. Et donc, de ce fait, il y a toujours un point de vacillement, parce qu'il y a une contradiction interne qui fait que l'hystérique cherche un maître qu'elle pourrait dominer. Mais à partir du moment où elle le domine, elle n'a plus besoin de ce maître-là. Il faut un autre maître, quoi. Parce que si elle arrive à le dominer, il n'y a plus de challenge pour elle. Alors on voit que ça concerne l'hystérique à proprement parler, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de la contradiction qu'on retrouve chez l'obsessionnel avec le fait qu'il veut que son désir à lui ne dépende pas du désir de l'autre. Alors que le désir, c'est le désir de l'autre. Donc nous avons ces quatre impossibles qui caractérisent les quatre discours et qui permettent justement de retrouver dans la structuration, dans les dires de l'analysant, le point où il peut en être dans le passage d'un discours à l'autre. Parce que, évidemment, l'arrivée au discours analytique passe au préalable par un tour des quatre discours, deux fois, un aller et un retour, et donc qui s'entend dans la manière dont le sujet renvoie ses propres impasses dans le réel au champ du signifiant dans lequel sa parole est engagée. Là, vous avez le mode opératoire de la psychanalyse qui, justement, est, et je le répète souvent, on me le reproche,
mais c'est pas parce qu'on me le reproche que je ne le répéterai pas, une clinique du discours et un discours. Alors peut-être vous trouvez ça un peu abstrait, mais c'est pas que c'est abstrait, c'est logique et ça demande un travail de précision et de rigueur logique pour déjà dissocier imaginaire, symbolique et réel et pouvoir les relier selon un certain protocole qui a été amené par Lacan, mais surtout ça demande un travail de lecture et de réécriture constant par rapport à l'écoute clinique. C'est ça qui est notre réel. C'est ça qui nous permet d'entendre justement les possibilités pour le sujet de rejoindre son destin. Et son destin, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais c'est l'assomption de la castration. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans le transfert, à un moment, Lacan va énoncer en très peu de temps 3 définitions de la castration. Donc il dit, dans un premier temps, la castration, en somme, ce soit quelque chose de fabriqué comme ça, soustraire à quelqu'un son désir, et en échange, c'est lui qu'on donne à quelqu'un d'autre dans l'occasion à l'ordre social. Un peu plus loin, mais pas longtemps après, il dit, on retire au sujet son désir, et en échange, on l'envoie sur le marché où il passe dans l'encan général. Et un peu plus tard encore, il y a tout de même quelque chose aussi qu'il faut que j'accroche avant de vous quitter. C'est que ce n'est pas complet de résumer en quelque sorte ainsi les effets sur l'homme de ceux-ci qu'il devient sujet de la loi. Ça, c'est très important. Ce n'est pas seulement de ce que tout ce qui est du cœur, de soi, lui retiré et que lui-même soit donné en échange au train-train de cette trame qui noue entre elles des générations, c'est que pour justement que ce soit une trame qui noue entre elles des générations, une fois close cette opération dont vous voyez la curieuse conjugaison d'un moins qui ne se redouble pas d'un plus, eh bien, il doit encore quelque chose une fois close cette opération. Donc vous voyez, c'est pas rien, c'est un sacré défi d'assumer la castration que nous pouvons résumer au fait de faire partie de l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire lui ôter son désir, ce qu'il y a de plus proche de son cœur, etc., c'est lui ôter son imaginaire. C'est pas le désir au départ, c'est le fait que l'énergétique de la pulsion originelle, donc, qui est cet être de mythe grandiose dans son indétermination, comme dit Freud, ou se dire, l'écho dans le corps qu'il y a un dire, comme dit Lacan, cet être-là, cet être de mythe, cette pulsion, elle cherche son acheminement vers la parole. Mais cependant, elle va passer par beaucoup de stades et d'épreuves avant de pouvoir accéder à la possibilité même de la parole. La parole va se perdre. Et donc, ce qui est enlevé au sujet, c'est ce qui est, c'est les premiers objets de fixation qu'il a eu, comme signe de Coufontaine, son nom, son héritage, les biens, le château, son cousin avec qui elle veut se marier, enfin tout ce qui concerne cet imaginaire-là lui est retiré. Et en échange, c'est elle qui est donnée à l'ordre social. Et non seulement ce moins-là, c'est-à-dire ce qu'on retire au sujet. On retire au sujet, n'oubliez pas, quelque chose qu'il n'a pas. On peut retirer que quelque chose qu'il n'a pas, c'est-à-dire cet objet manquant de la psychanalyse, pour le mettre dans le flux des générations. Donc non seulement il a un moins, mais il a un deuxième moins. Donc c'est là où moins plus moins, moins multiplié par moins, ça fait plus, comme dans le plus de jouir ou le plus de jouir. C'est-à-dire qu'il doit trouver dans la parole assez de jouissance de son histoire continue, parce que son imaginaire a été réduit à néant, et en plus il doit encore quelque chose, parce que il ne peut pas ne pas s'inscrire
dans la lignée des générations. Donc il est toujours débiteur. Donc on voit que la dette est infinie. Donc il ne s'agit pas d'essayer de trouver une espèce de justice sociale ou je ne sais quoi, c'est-à-dire le fantasme des gens qui ne savent pas réfléchir et qui voient tout en termes d'injustice vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais c'est l'espèce humaine qui est comme ça. C'est-à-dire que ça ne concerne pas le sujet dans sa singularité. Le sujet dans sa singularité, c'est celui qui fait avec cette castration et qui se sert de cette castration pour accéder à un stade de l'humanité qui est celui qui est annoncé par sa propre naissance, c'est-à-dire devenir un être de parole. Et donc, la parole, c'est toujours du manque. Et ça reste du manque.